TICAD 6, la 6e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Après la capitale kenyane, où le président Macky Sall va se rendre en Chine, où se tient donc le G20 2016, une rencontre à laquelle il participe en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. À son départ, vous l'avez vu, il a été salué par le Premier ministre, la présidente du Conseil économique social et des autorités civiles et militaires. Justement, le chef de l'État est arrivé chez Nairobi ce matin. Le président Macky Sall a visité donc le stand du Sénégal où l'APIX expose les grands projets du Sénégal, notamment ceux du PSE. Dans le cadre de la TICAD 6, le président de la République a saisi l'occasion pour revenir sur les enjeux de la rencontre qui s'ouvre demain dans la capitale kenyane. Envoyé spécial Oumar Nyinga. Le décor est illustratif. Pour les autorités kenyanes, c'est un honneur d'accueillir le président de la République du Sénégal. C'est que la présence du chef de l'État ici tient tout son sens. Par la plume, il exprime d'ailleurs toute sa fierté dans le livre d'or ouvert à l'aéroport de Nairobi. Dans cette ville où l'Afrique a rendez-vous avec le Japon, le Sénégal ne peut être en reste. La preuve, aussitôt après son installation, le président Macky Sall a pris la direction du centre de conférence pour constater la présence remarquée du Sénégal avec l'APIX comme porte d'entrée. Suffisant pour mesurer la participation du Sénégal à la TICAD 6. C'est pour moi un plaisir d'être là, mais aussi d'avoir une présence de l'APIX qui expose sur les opportunités d'investissement. Et donc le Japon en particulier a dépêché beaucoup d'entreprises, de très grandes entreprises japonaises qui s'intéressent aussi au développement de l'Afrique. Donc c'est tout cela que nous allons voir dans le cadre de cette TICAD. C'est vraiment un moment d'échange important pour tous les pays africains. Évidemment, il y aura le focus sur nos relations avec le Japon, mais la CEDEAO, par exemple, en profitera aussi pour se retrouver autour des élections, des candidatures pour les élections de janvier sur la Commission de l'Union africaine. Au-delà du Sénégal, le président Macky Sall porte un combat pour l'Afrique. Les multiples sollicitations se comprennent donc aisément. Chaque pays voulant lui montrer ce qu'il fait. Il y avait aussi des investisseurs japonais qui profitent de l'expertise sénégalaise. C'est le cas de Koyo Corporation qui expose son lampadaire solaire dont les prouesses sont expliquées ici au président Macky Sall. Pour le Sénégal, la TICAD 6 est donc bien partie à la lumière de l'audience d'un président dont la présence à Nairobi suscite un intérêt majeur. Et puis le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a reçu le Premier ministre adjoint de l'île Maurice. 3 axes de coopération étaient au menu des discussions. Les zones économiques spéciales, le tourisme et la culture. Dans le domaine du tourisme, l'île Maurice veut offrir l'opportunité aux étudiants sénégalais de suivre une formation à l'école de tourisme de l'île Maurice. Les précisions de Aminata Bengofal. Le Premier ministre adjoint de l'île Maurice, accompagné d'une forte délégation, s'est entretenu avec son homologue sénégalais sur 3 axes principaux de coopération: la gestion des zones économiques spéciales, la promotion des investissements et la culture. C'est-à-dire le développement de la zone économique spéciale et aussi au niveau touristique où l'île Maurice connaît déjà une expérience approfondie depuis de nombreuses années où nous voulons collaborer avec le gouvernement du Sénégal pour le développement du tourisme ici. Donc c'est 2 axes économiques, mais aussi est très important l'axe culturel où nous souhaitons renforcer les liens entre le Sénégal et l'île Maurice au niveau culturel. Nous sommes en train de développer, de créer un musée de l'esclavage à l'île Maurice et nous souhaitons avoir une aide, en tout cas, pour concevoir ce musée et pour le mettre en œuvre. Le Sénégal est un des pays de peuplement de l'île Maurice. Vous y allez, vous avez les vestiges. Le camp Yolof, pour dire Wolof, que j'ai visité il y a 25 ans.
Donc, c'est vraiment, il y a du sang wolof chez vous. Les relations d'amitié et de coopération entre l'île Maurice et le Sénégal remontent à plusieurs années. Cette rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de revenir sur l'historique du concept de zone franche industrielle, appelée aujourd'hui zone économique spéciale. En 1974, il y a eu les deux premières, le concept de zone franche industrielle qui a émergé au niveau des Nations Unies. Et deux pays avaient été choisis comme pilotes pour expérimenter les zones franches industrielles. Et c'était le Sénégal et l'île Maurice. 25 ans après, en 1999, nous avons été obligés de constater l'échec de notre zone franche industrielle et de supprimer cette zone franche industrielle. Pourquoi l'échec? Pourtant, on avait 60 hectares prévus à Mbao ici. Vous êtes passé devant pour aller à Diamniadio, qui était réservé à cette zone. Île Maurice a été un succès dans le light manufacturing, le textile, et après pour évoluer vers offshore banking, les services, et aujourd'hui vous nous parlez de Blue Economy. Pourquoi? Parce que sur la petite zone franche de l'île Maurice, quant à elle, vous avez construit grâce à la BDM, la Banque de développement de Maurice, 100 000 m² de bâtiments. Et c'était du plug and play. On quittait l'Europe, on montait ces usines de textile. Dans les 48 heures, plug and play, on travaille. Et c'est ça qui nous a inspirés et que vous avez vu hier à Diamniadio. Un partage d'expériences que l'île Maurice compte élargir dans le domaine du tourisme. Il souhaite recevoir des étudiants sénégalais à l'école de tourisme de Maurice. Les négociations sont également en cours pour une connexion aérienne entre les deux pays. Visite de terrain des ministres de l'hydraulique, de l'assainissement et du renouveau urbain. Mansour Faye et Diène Farbassar ont pu vérifier l'efficacité des nouvelles stations de pompage à Mbour, à Diourbel, mais également à Kaolack. On fait le point avec Sedina Alindigo. Station de pompage d'un débit de 2 fois 500 m3 à Mbour dans le quartier Sonatel, une autre d'une capacité de 2 fois 250 m3 à Diourbel, plus précisément à Ngolokhin. Des solutions structurelles sont apportées dans les deux localités. Le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et celui du renouveau urbain, en visite sur les lieux où sont installés ces ouvrages, ont pu constater la satisfaction des populations bénéficiaires. Pour elles, ces infrastructures constituent un ouf de soulagement. Dans une semaine, assurance des autorités, la station de Mbour sera opérationnelle, quand celle de Diourbel sera livrée dans 15 jours, comme qui dirait la vue du bout du tunnel. Chaque année, je déménage à cause des inondations. À mon âge, je suis né en 1927. Le président Macky Sall et son gouvernement m'enlèvent cette épine du pied. Que Dieu les bénisse. Vous seriez venu en pleine nuit, nous vous aurions accueillis. Nous vous remercions. Nous tenons également à vous exprimer toute notre satisfaction. Sur le chemin entre Diourbel et Mbour, Kaolack valait le détour. Dans le quartier de Kharoun, c'est une électropompe d'une puissance de plus de 2000 m3 qui fait office de solution provisoire. Nous avons au total 2100 m3/h et l'année dernière, on n'en avait même pas la moitié. Donc c'est ça qui prouve que des efforts, beaucoup d'efforts ont été faits de la part de l'État, précisément à travers le ministère de l'Hydraulique, et nous ne pouvons que saluer ces efforts-là. Les ouvrages installés dans les 3 localités ont une valeur de 400 millions de francs CFA. Une somme qui entre dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Sur un plan décennal, un programme décennal de 700 milliards, déjà 112 milliards ont été injectés au Sénégal. 112 milliards, c'est déjà beaucoup, parce que 7 milliards et quelques ont été financés à Touba, 2 milliards à Bambey, le reste dans la banlieue donc, de Dakar et l'ensemble des régions du Sénégal. Et nous l'avons accompagné, ce plan décennal, avec la masse d'action prioritaire pour un montant total de 12 milliards. 3 milliards par an pendant 4 ans. Au plan décennal de lutte contre les inondations s'ajoutent 2 autres programmes d'un montant total de 105 milliards de francs CFA. Il y a un programme en cours de 60 milliards financé par la BOAD qui va aussi contribuer à renforcer en tout cas les ouvrages à réaliser donc, dans ce cadre-là. Un autre programme aussi est en cours qui va être déroulé peut-être d'ici 1 an. C'est le programme financé par l'Union européenne à travers donc, le Fonds européen de développement, le FED, d'un montant de 45 milliards.
C'est pour dire que, en tout cas, le président de la République a pris le taureau par les cornes pour pouvoir régler ces problématiques que les populations vivent à travers les inondations. Cette visite de terrain est la première d'une série qui mènera les deux tutelles partout où un début de solution globale est mis en œuvre. Le ministre du Travail a procédé à l'installation des membres du conseil d'administration de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire ICAMO. L'institution se veut un cadre fédérateur et de coordination des IPM des organisations professionnelles. Les détails avec Fatima Tabanelba. L'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire ICAMO a été créée pour une meilleure prise en charge sanitaire des travailleurs. Sa réussite dépend de sa capacité à répondre à toutes les attentes et défis des IPM. L'État du Sénégal ainsi que tous les acteurs du secteur de l'assurance maladie ont de fortes attentes sur cette institution faîtière pour relever les défis de l'amélioration du système, notamment l'optimisation de la gestion des IPM, l'équilibre financier du régime, le contrôle médical. Vieille revendication des travailleurs, l'ICAMO devra faire face aux différentes interrogations des partenaires. Patronat et syndicats souhaitent sa bonne marche pour une bonne productivité des travailleurs. Le monde du travail en tant que tel demande au gouvernement de prendre des dispositions idoines pour pouvoir apporter des solutions adaptées et requises. Je crois que nous avons demandé de prendre en charge la question des infrastructures, le démarrage effectif donc de l'ICAMO, mais surtout de faire en sorte que l'ICAMO soit une institution viable, qu'elle ne soit pas une institution de plus, mais qu'elle soit au service exclusif donc, des travailleurs et de leurs familles. Quand nos travailleurs sont malades, quand nos travailleurs ne sont pas en mesure de se soigner, cela pose problème. Le problème il est le suivant, c'est d'abord un problème humain, social. Nous n'aimons pas voir les personnes souffrir, mais c'est également un problème de productivité, de rentabilité. Cependant, la viabilité de l'institution dépend de la crédibilité et de l'engagement de ses membres. Notre mission, c'est de coordonner l'ensemble des activités des institutions de prévoyance médicale, les IPM, leur assurer une assistance et aussi faire de telle sorte que ces institutions aient un équilibre financier. Faire de telle sorte que l'information puisse circuler le plus rapidement possible. C'est pourquoi on a eu l'appui de l'AFD pour mettre en place un système d'information très efficace qui nous permettra vraiment d'avoir une bonne gouvernance des IPM. Relever le défi de l'extension de la couverture maladie à toutes les couches de la population, les acteurs de la réforme s'engagent à veiller sur la viabilité de l'ICAMO. Après le vote de la loi anti-tabac en 2014, le premier décret d'application a été signé. Il est interdit l'usage du tabac sur les lieux publics et dans les espaces confinés comme dans les transports en commun. En matière de lutte contre le tabac, c'est une grande offensive que le Sénégal mène. D'ailleurs, depuis 2015, le ministère de la Santé a mis en place un programme à l'image de ce qui se fait avec certaines maladies. Oumar Diaw nous en dit plus. La loi portant interdiction du tabac a été votée en 2014. Certains acteurs de la lutte, certainement des plus pressés, attendaient avec grande impatience les décrets d'application qui donnent force à la loi. C'est fait depuis le 26 juillet. Protéger les populations à l'exposition à la fumée du tabac, en interdisant de fumer dans les lieux publics ou ouverts au public ou à usage collectif. Également les lieux de travail et dans les transports aussi publics. Un décret a pu être signé pour appliquer la loi. Mais sachez que c'est le premier décret. D'autres décrets d'application vont suivre. Le tabac est cerné de toutes parts. Les importateurs et les fabricants ont un délai de 6 mois pour se conformer à la nouvelle législation, particulièrement en matière d'étiquetage. La loi prévoit ce qu'on appelle des mesures transitoires. On ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens fabriquer aujourd'hui conforme, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement ou d'adaptation pour qu'au moins que les stocks qui sont sur le marché puissent être, et que ceux qui sont gèrent des restaurants, gèrent les hôtels et autres, qu'on puisse aller vers eux pour leur dire voilà ce que dit la loi et voilà, on va les accompagner pour qu'ils comprennent. La loi est stricte sur les aspects relatifs à l'étiquetage, mais aussi à la publicité. Les mineurs sont particulièrement concernés. Il est interdit de vendre du tabac aux mineurs et par les mineurs.
Et il sera interdit aussi de vendre du tabac n'importe où, n'importe comment. Tout ça, ça va être réglementé. La lutte s'est toujours appuyée sur l'action de sensibilisation de diverses organisations de consommateurs et de la société civile en général. Dans ce combat, nous avions été dès le début associés et nous sommes dans la commission sensibilisation, éducation et information. Un comité national a été mis en place ainsi que des comités régionaux. On est allé jusqu'à créer un programme de lutte comme avec le sida ou le paludisme. Ce programme national de lutte contre le tabac a été aussi créé par arrêté ministériel le 28 juillet 2015. C'est une lutte pour tous les Sénégalais et par tous les Sénégalais. Le nuage de fumée s'est dissipé et on voit beaucoup plus clair dans cette affaire d'interdiction du tabac dont le seul but est de protéger la santé des populations. Des sanctions sont prévues pour tous ceux qui se mettraient en marge de la loi pour laquelle nul n'est au-dessus. Ouais. 3 ans après sa mise en place, le domaine agricole communautaire de CFA fait rêver. Il s'étend sur 2000 hectares et a créé donc plus de 1000 emplois. Une aubaine pour beaucoup de jeunes de la localité. Aujourd'hui, une station aquacole bâtie sur 1 hectare est en construction. Objectif augmenter le nombre d'emplois. Ibrahim donc sur la caravane des vacances citoyennes pour nous. CFA, loin de faire allusion à une monnaie, mais plutôt à un domaine agricole communautaire. Il se trouve dans le village éponyme et s'étend sur une superficie de 2000 hectares. Le domaine est réparti en 3 blocs et se situe entre Koussi et Nimaya. Mais parler de CFA, c'est avant tout convoquer l'histoire. Depuis 1949, il y avait une société française qui s'appelait la CGOT, la Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux, qui s'est installée ici, donc qui a défriché la plaine sur pratiquement 10 000 hectares. Donc pour pratiquer la culture de l'arachide destinée aux huileries françaises. Donc de 1949 à 1963, donc, une autre société sénégalaise a pris le relais, la SODAICA, la Société de développement agro-industriel de la Casamance. Une culture qui est restée dans la conscience collective des producteurs. Et cette année, ce sont eux-mêmes qui ont émis le souhait donc, de pratiquer la culture de l'arachide, en plus donc du maïs qu'on faisait ici à grande échelle. Ici, les exploitants se sont organisés en groupement d'entrepreneurs agricoles, 115 GIA au total, synonyme de milliers d'emplois. Nous remercions d'abord le président de la République. Depuis 2014 à nos jours, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'exploitation de la terre, alors que les gens croisaient les bras. Et comme on le disait, les femmes aillent au pharaon et les hommes croisaient les bras. Mais actuellement, c'est les plis cela qui existe. Et si les bénéficiaires ne se font pas prier pour intégrer le DAC, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Mon chiffre d'affaires l'année dernière, ça a tourné autour de 1 million et quelques, 1 800 000. Et depuis que j'ai dégagé mes engagements, j'ai eu un bénéfice. Et j'ai eu une restourne aussi de pourcentage que j'ai amené à la maison pour la nourriture familiale. La dimension genre est bien prise en compte. Les femmes sont bien représentées. Maintenant, c'est un peu facile par rapport aux les autres années parce que c'est la modernisation. Maintenant, c'est le tracteur qui laboure. Auparavant, c'est les dabas, les bœufs. Maintenant, c'est le tracteur. Si on voit le maïs, on espère qu'on va avoir beaucoup de rendement là-bas. Un espoir qui s'explique par le professionnalisme des techniciens. Et c'est à la station d'essai de semences que tout commence. Une station qui fait office de laboratoire. Et c'est seulement après des tests concluants que les semences sont déployées dans les grandes surfaces. Pour la station, on a 2 hectares. Maintenant, on a mis en place 5000 m² pour l'essai de maïs. Là-bas, on a mis 1200 pour le gombo. Et on a mis des planches de 10 m² pour différentes variétés de piments. Toutes les variétés qu'on a mis en place, les spéculations, que ce soit le maïs, le maraîchage, le piment et le gombo, s'adaptent bien à la zone. En plus de l'agriculture, CFA sera bientôt doté d'une station aquacole. Sur place, les travaux avancent à grands pas. Une station qui aura 2 fonctions. Une fonction de renforcement de capacité pour les jeunes qui souhaitent faire de la pisciculture un métier et une fonction de production pour les GIA qui vont s'installer ici. Donc, quand on sait que le PRODAC a une vocation surtout d'incubation d'entrepreneurs agricoles, en tout cas, il était bon d'avoir une infrastructure grande, aussi grande que celle-là, pour permettre quand même de servir
l'intérieur de la région naturelle de la Casamance. Nous avons ici 80 bassins accompagnés de magasins d'inécloserie. Ce que le président avait promis à la jeunesse sénégalaise et notamment à la jeunesse de Sédhiou est en œuvre. Vous voyez que c'est 1500 hectares qui sont exploités cette année. Vous voyez que l'unité de pisciculture, c'est une réplique de ce qui se passe à Itato et est en train d'être réalisé. Donc il y a 360 emplois additionnels. Mais ce qui est à saluer aussi, c'est le démarrage effectif de la réalisation du cœur du Dakar. Donc avec Green 2000 qui démarre à la fin de ce mois avec un montant qui va tourner autour de 6,57 milliards. À CFA, des villas sont aussi en construction au profit des entrepreneurs agricoles. Le jeune qui arrive dans le domaine du CFA doit être à l'aise comme le jeune qui est à Dakar. Mais pour cela, dès le départ, dès que le jeune commence à travailler, nous lui affectons une villa qu'il peut payer pendant 10 ans à travers une coopérative. Ce qui témoigne à suffisance de la volonté des autorités à gagner le pari de l'émergence. Suffisant pour dire que les bénéficiaires sont passés de 0 à héros. Voilà Ibrahim. Donc, autre secteur pourvoyeur d'emploi, la filière riz. Ils sont ouvriers agricoles, mécaniciens ou encore vendeurs de pièces détachées à s'activer dans la vallée du fleuve Sénégal. L'activité de la filière riz stabilise la zone en matière de création d'emplois. Constat de notre reporter Lamine Touré. Elles sont nombreuses, les activités liées à la pratique rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal. Ici, chacun y trouve son compte. À Tilène, dans la délégation de Daganan, la mécanisation de l'agriculture a fini de générer des emplois substantiels. Babacar Ndiol dispose d'une batteuse assise et ses prestations par saison témoignent de la vitalité du secteur. mais am keneen ku may aw moom tamit suma si machine bi dinaa ko fay junne 3000 mais bu tool amee rendement moom mën nga xëy wàcc 10 sacs ou bien 15 sacs sans dépense si rendement bi. machine bi traite laa wal fay nii moo joxe woon la financement la woon mais moo joxe woon 1 million 2 millions 250 léegi chaque année nag damay dugal 300 000 wala 200 000. Sur le terrain et dans les ateliers, c'est le travail à plein temps. À Rosbecchio, dans cet atelier, hommes et femmes se donnent corps et âme pour leur métier, un métier qui nourrit bien. Aïda Ndiol est soudeuse métallique, une destinée de vie qui cadre parfaitement avec la vision des autorités du pays, celle qui consiste à ouvrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Je viens ici pour travailler, pour gagner un peu d'argent et pour soutenir mes parents. Bon, à peu près, on gagne des fois à 100, 200, ça dépend. Pour donner à la vallée du fleuve Sénégal toute son autonomie en matière agricole, un suivi des engins de production est assuré. Les pièces détachées se vendent sur place et la durée d'une panne est quasiment moins longue que d'habitude. Pour mieux se rapprocher des producteurs, on a jugé nécessaire de mettre en place des magasins de pièces de rechange pour mieux se rapprocher des clients parce qu'on avait constaté qu'il y avait une rareté d'obtention des pièces de rechange parce que les machines fonctionnent presque tout le temps et on ne peut pas laisser une machine fonctionner ou bien tomber en panne, attendre 2, 3 ou bien 4 semaines sans pourtant avoir de pièces de rechange. Du côté de la main-d'œuvre, c'est la sous-région en miniature qui est représentée ici. En 2009, j'ai commencé à faire dans sama idole. ngir ma am dara ko ma yóbbu ko sama waa kër par campagne am na ñuy fay ay 60 000 am na ñuy fay 50 000 am na ñuy fay 45 000. ñun dañoo signé woon contrat daal par weer waaw weer bi nag mu ma doon fay 40 000 10 000 gravetage waaw léegi ne 30 000 mooy lu may war a fay léegi bu weer bi dee.
aucun chiffre officiel n'est encore disponible sur l'impact socio-économique de la vallée, une chose est sûre, la zone reste largement stable en la matière. La SAED a quant à elle mis les dispositions nécessaires pour le développement complet de l'ensemble des activités qui tournent autour de la production de riz. Voilà, la mine tout riche pour pratiquer de l'agriculture, il faut des terres. Justement, en matière de sécurisation foncière, les acteurs sénégalais à l'école malgache, tous les organes concernés par le foncier ont accompagné le PEDIDAS à ce voyage pour s'inspirer des outils de ce pays en la matière pour une meilleure gestion foncière au Sénégal. Ramilou Diop. Les collectivités locales sont des organes importants pour l'accès au foncier. Seulement, il faut réglementer la répartition. Leur présence ici à Madagascar avec le PEDIDAS a été une occasion d'apprendre des communes malgaches. Depuis le ministère chargé de la gestion foncière jusque sur le terrain, donc en passant par les services déconcentrés et les services décentralisés, nous avons vu tout ce qui se passe ici. Et je crois que nous étions venus pour tirer des enseignements et une fois au retour, pouvoir les utiliser. Je crois qu'on a pas mal d'enseignements. Par exemple, les bureaux fonciers ici, ce que nous avons trouvé, c'est qu'ils sont réellement installés dans les communes. Il y en a qui n'ont pas marché, on nous a dit pourquoi. On va essayer d'éviter ce qui s'est passé. Après, là où ça a marché, on les a vus, on a apprécié aussi. Et on a vu comment ça s'est passé. On va essayer de faire la même chose et même de l'améliorer une fois chez nous. Au Sénégal, le plan d'occupation et d'affectation des sols en marche présente quelques similitudes avec celui exécuté à Madagascar, même s'il y a un volet technique à intégrer. Ici, nous avons un aspect qui est lié à la mise en œuvre et à la collecte des données par les services techniques. Beaucoup d'éléments techniques liés à l'occupation du sol ici sont pris en compte par les différents services techniques, alors que chez nous, c'est surtout les éléments liés dans l'occupation du sol au niveau commune qui sont principalement pris en charge. Fédérer tous les acteurs afin que l'accès aux terres soit un gage de développement de l'agribusiness au Sénégal, c'est l'objectif du PEDIDAS. L'inclusion est enclenchée. Nous voulons que vraiment les acteurs soient en phase avec nous. Les acteurs, depuis ceux qui sont chargés de la politique et de la réforme foncière, jusqu'au niveau des maires où nous devrons opérationnaliser, nous voulons vraiment être en phase avec cela. Et également la société civile, qui est très importante, qu'ils puissent comprendre ce pourquoi on est venu. Et lorsque nous agirons, nous allons agir en phase avec cela. Cette visite a été une étape importante pour l'atteinte des objectifs. Les acteurs ont bien pris note de tout ce qu'ils ont vu dans l'île à Madagascar. Chez nous, à Saint-Louis, la ville a été l'une des étapes clés de la visite de travail que le ministre de l'Élevage et des Productions animales effectue depuis le 17 août. La région du fleuve a étalé donc toutes ses potentialités en matière de production animale et fourragère. Mais à Saint-Louis, comme ailleurs, l'accès au crédit et le vol de bétail ont encore dominé les doléances. Yorosar. L'eau, l'alimentation et la santé constituent la triptyque sur laquelle reposent les productions animales. En tournée pour engager le pronostic d'une tabaski apaisée, Aminata Mbengue a saisi l'occasion pour sensibiliser les éleveurs et les professionnels du bétail sur les éléments clés d'un élevage productif et compétitif. Cependant, à Saint-Louis, à Louga, à Matam comme à Tambacounda, l'accès au crédit et le vol de bétail ont surclassé toutes les autres doléances. Ces questions ont été largement débattues lors des forums de Ndjoum et de Richard Toll, mais aussi dans les villages de Tchermbet-Peul et de Gognon, dans l'arrondissement de Pal. Ici, malgré un potentiel réel de brebis et de béliers, ce sont aussi les aléas climatiques qui hantent le sommeil des éleveurs. Le déficit pluviométrique pèse lourdement sur les pâturages d'une pauvreté ingrate par endroits. Seuls, sans doute, les caprins arrivent à tirer leur épingle du jeu que Dame Nature impose aux animaux. Mais se plaint un éleveur, au lieu de tout miser sur le mouton, le Sénégal gagnerait plus vite l'autosuffisance en misant sur les boucs et les chèvres. Toutefois, reconnaît notre interlocuteur, le plus difficile est de convaincre les Sénégalais qu'au même titre qu'ils raffolent de dibi ou de viande grillée à base de chèvre,
il est tout aussi raisonnable et même pragmatique de vulgariser les boucs et les chèvres pour réitérer le sacrifice d'Abraham. À la place des chèvres, le ministère de l'élevage et des productions animales, l'association des maires et les ONG travaillent d'arrache-pied pour satisfaire le penchant des Sénégalais dévolus aux moutons. L'abattage également des femelles pose problème. Et je pense que nous allons être beaucoup plus coercitifs par rapport à cela, tant au niveau des abattoirs qu'au niveau des débiteries, parce que souvent ce sont les débiteries qui le font. Nous avons aussi des voisins qui viennent acheter les brebis ici, au Sénégal, qui vont les élever. Moi, je dis aux éleveurs qu'ils doivent également avoir des fonds, des ressources qui doivent leur permettre, au niveau des marchés hebdomadaires, de pouvoir acheter les femelles pour la reproduction. Parce que c'est la reproduction qui pourra nous permettre d'augmenter le nombre de nos têtes pour pouvoir donner satisfaction à la demande nationale en moutons de Tabaski. En vérité, cela coûtera sans doute moins cher que d'investir dans une campagne de communication destinée à changer les comportements des Sénégalais en faveur d'une Tabaski en mouton. De toute manière, les débiteries de toute nature continueront à valoriser la viande caprine et elles constituent une part importante de la demande sénégalaise en viande de petits ruminants, bien plus sans doute que les cérémonies familiales, religieuses et rituelles réunies. Cela n'empêchera pas, semble-t-il, l'énorme pression que les besoins en viande ovine font peser sur nos troupeaux de moutons. Autrement dit, l'autosuffisance nationale en moutons est devenue une question de sécurité et de souveraineté alimentaire. C'était l'un des titres de ce journal. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est le 4 septembre prochain. Une quarantaine de listes vont y prendre part. Ce soir, nous donnons la parole aux cadres de l'APR, du PS et de la LD. Ils reviennent sur le rôle de cette nouvelle institution et les préparatifs du scrutin au sein de leur état-major. Maman Moussagna. Le collège électoral est composé d'élus locaux. Ils viennent des communes et des départements. Dans ces différentes entités, les coalitions de partis siègent depuis les dernières élections locales. Les futurs hauts conseillers sortiront de ces instances. Ainsi, il s'agira pour les différentes listes de se positionner pour avoir davantage de représentants. À l'APR, on y est. Ça renforce davantage la représentation au niveau local qui vont être dans ces institutions au niveau national pour davantage travailler à défendre les intérêts de leur collectivité locale. Si en tout cas les gens ont accès à la ressource, s'ils ont accès à une plateforme sociale, médico-sociale de qualité, la productivité va forcément suivre. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est une très bonne initiative que l'État mette en place ce haut conseil-là. L'APR, le PS, la LD et d'autres partis partagent le Benno Bokk Yakaar. Tous sont mobilisés pour le scrutin. Le secrétaire exécutif national a indiqué aux militants, en tout cas aux grands électeurs, de soutenir les listes Benno Bokk Yakaar. Et nous allons effectivement nous mobiliser pour aller voter le 4 septembre, soutenir les listes Benno Bokk Yakaar. La Ligue démocratique est en plein dans ce processus. Les camarades de la LD sont sur les listes de Benno Bokk Yakaar. À l'intérieur du pays, nous n'avons pas de titulaires sur les listes de Benno Bokk Yakaar. Nous avons des suppléants, mais qu'à cela ne tienne, la Ligue démocratique appelle à voter les listes de Benno Bokk Yakaar. À Mbacké, par exemple, les apéristes désignent leurs représentants dans les bureaux de vote et sensibilisent leurs élus locaux. C'est un travail d'approche d'ailleurs. Nous y allons personnellement en rencontrant les conseillers dans chaque collectivité locale pour leur parler de l'enjeu, mais également surtout la nécessité de venir voter. Donc pour nous, le Haut Conseil est pertinent, il est important parce qu'il va permettre aux élus locaux, évidemment, d'avoir un espace d'échange, un espace de discussion, un espace de partage d'expérience. Le scrutin, c'est le 4 septembre. En attendant, place à la campagne. Et puis le programme de retrait des enfants de la rue trouve un écho favorable auprès de certaines grandes organisations comme Lions Club et Suqali Sama Gox Jàppale Sama Réew. Ces organisations n'ont pas lésiné sur les moyens pour apporter leur soutien aux enfants pris en charge au centre Guindi. De l'eau, des produits alimentaires et entre autres produits ont été remis aux responsables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Abbas Sow.
Elles ont été sensibles au projet de retrait des enfants de la rue. Elles, ce sont des organisations comme Lions Club et Sukhali Samagor Diapale Samareu. Des produits alimentaires, sanitaires ont été mis à la disposition des responsables du centre Guindi. Nous avons uni nos efforts pour aujourd'hui faire cet important don de 11 tonnes d'eau d'une valeur de 5 millions de francs CFA au Talibé en vue d'accompagner cette politique du président, son Excellence M. Macky Sall. Et ce que nous avons décidé au cours de ces 10 dernières années, c'est de dire aux Lions de s'appuyer sur les politiques communales, les politiques municipales et les politiques gouvernementales. Donc le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance est la structure privilégiée pour indiquer là où il faut aller faire les œuvres. Parce que c'est eux qui connaissent la réalité du terrain. C'est parce que c'est eux qui reçoivent aussi les requêtes des populations. Donc en s'approchant de ces structures, ils sont à même d'être plus équitables. La réussite de ce programme de retrait des enfants est une affaire de tous, une conviction partagée par les donateurs avec l'envoyé spécial de Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Nous magnifions votre élan de solidarité empreinte d'une spontanéité jamais égalée et qui se fonde sur la trilogie servir avec passion, fierté et enthousiasme. Celle-ci reflète amplement votre esprit de générosité. Je vous en félicite très chaleureusement et réaffirme mes encouragements pour vos nombreuses réalisations en emploi au service de l'État. Cette démarche humanitaire pourrait nous inspirer à concevoir la mutualisation des dons dans un cadre plus harmonisé. Dans ce temps particulier, marqué par la récurrence des enjeux et défis qui interpellent notre département, j'espère opportun d'explorer les axes de partenariat avec votre organisation, dont celle de la création d'un centre national de formation et de réinsertion en faveur des enfants retirés des rues, des enfants à besoins spéciaux et d'autres catégories vulnérables vivant avec un handicap. Autre temps fort, la remise de 11 tonnes d'eau pour améliorer la prise en charge journalière des enfants. Au centre Guindi, ils sont plus de 100 à être pris en charge par jour. Ce, depuis le début des opérations de retrait et de réinsertion des enfants de la rue. Nous restons au centre Guindi pour nous intéresser aux activités des assistants sociaux. Ils jouent un rôle déterminant dans la prise en charge des enfants en situation difficile. Diana Badia nous en dit un peu plus dans la rubrique métiers. Ce sont des enfants en situation difficile. Au centre Guindi, ces jeunes sont pris en charge par des assistants sociaux. Ces derniers les aident à retrouver la confiance et le sourire. Nous faisons de l'accueil, l'hébergement, l'écoute, l'accompagnement, la médiation, le retour en famille, les suivis, mais également l'accompagnement psychosocial et la prise en charge médicale de tous les pensionnaires. Les activités socio-éducatives, l'initiation à la langue française, l'apprentissage du Coran, des échanges sur des thèmes d'actualité sont les services qu'offrent les assistants sociaux. Tous les messages délivrés visent le changement de comportement. Pour une meilleure réinsertion sociale, on les forme au niveau du centre, faisant des animations sur les méfaits de la rue. Obtenir des informations fiables des personnes en difficulté, c'est le casse-tête du personnel. Parfois, il arrive qu'un enfant refuse de coopérer, c'est-à-dire vous donne des informations fausses par rapport à son identification et parfois ça peut quand même handicaper ou encore causer des difficultés sur la prise en charge de cet enfant. Le travail de l'assistance sociale n'est pas aisé, il nécessite une bonne formation. Nous avons fait une formation à l'École nationale de développement sanitaire et social qui forme les assistants sociaux. C'est une formation de 3 ans sanctionnée par un diplôme d'État de sciences sociales. Aujourd'hui, tout le travail que nous menons, c'est grâce à cette formation que nous avons reçue à l'école. Le centre Guindi compte 15 assistants sociaux. Chacun d'entre eux a en charge un groupe de 12 enfants. Le travail oblige les assistants sociaux à faire le terrain. Il faut nécessairement faire une prospection sur le terrain pour voir les conditions dans lesquelles l'enfant doit vivre. Apporter de l'assistance à une personne en difficulté est noble et beaucoup exercent le métier par vocation. La profession reste tout de même prenante.
c'est des êtres humains qu'il faut gérer. Il faut veiller sur eux du matin au soir, des jours fériés et même des jours ouvrables. Dans ce centre de transit, les assistants sociaux s'occupent également de filles victimes de violences sexuelles ainsi que de femmes fistuleuses. Autant de cas qui prouvent l'ampleur et l'importance de la tâche des assistants.